deuxième atelier dans le cadre de ce parcours audit informatique. Donc, après les processus achat et frais, nous allons discuter, présenter les processus vente et comptabilité. Je vous rappelle donc qu'un quiz et un questionnaire de satisfaction seront disponibles à l'issue de cette formation, et les réponses vous permettront d'obtenir l'attestation de formation par l'ASFOREF. Tout du long de la présentation, n'oubliez pas de réagir, agir sur les réseaux sociaux, et notamment hashtag innover pour se transformer et hashtag i40CRCC. Alors, les intervenants, on va passer de droite à gauche. Jérôme Hubert, associé spécialisé dans les missions de conseil et d'audit en système d'information chez Mazars. Bonjour Jérôme. Sébastien Vienne, manager audit Grant Thornton, et moi-même, donc, en charge des activités de conseil au sein du cabinet CTF. Donc, ce que je vous propose sans transition, c'est en revue les différents processus vente et comptabilité. Je vais commencer par le processus vente avec Sébastien, et puis on poursuivra avec le processus comptabilité avec Jérôme. Donc, ces processus, vous pourrez les découvrir en détail dans le guide d'audit des processus, dont on vous a parlé tout à l'heure avec Serge, qui reprend en détail l'ensemble des éléments qui vont vous être présentés. On a fait quelques extractions de ce guide. Je pense même qu'on ne va pas présenter l'ensemble des slides puisqu'on est quand même relativement contraint en délai. Donc, on va essayer de tenir une demi-heure pour la partie processus vente et une demi-heure pour la partie processus comptabilité. Processus vente, on a parlé tout à l'heure du processus achat, du processus frais. C'est clair que ce sont des processus importants à la fois pour le fonctionnement de l'entreprise, mais aussi dans le cadre de nos missions d'audit. Mais le processus vente a une particularité, c'est que c'est lui qui est critique pour tous les revenus de l'entreprise. Alors, encore une fois, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des slides. Vous pourrez regarder ça en détail dans le guide d'audit avec les différents slides, notamment présentant les différents processus au sein du processus vente. Quand même, je vais quand même faire une petite aparté sur ce slide sur les données permanentes, parce qu'on y reviendra tout à l'heure peut-être, Sébastien. C'est clair qu'il y a différents outils pour auditer le processus vente. L'analyse des données en fait partie, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, que ce soit sur la partie données permanentes, où il y a un double objectif, un objectif de qualité des données et un objectif de sécurité des données. Et avant peut-être de démarrer sur l'ensemble des outils nécessaires à l'audit du processus vente, Sébastien, tu peux peut-être nous aider à repositionner l'audit de ce processus qui est critique pour l'entreprise au sein de la démarche globale du commissaire aux comptes. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, donc cet audit-là s'inscrit dans une démarche globale du CAC. Donc, rappel des NEP, le CAC, dans sa démarche d'audit, doit apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter et corriger les anomalies significatives qui sont au niveau des états financiers. Ça, c'est la NEP 330. Rappel également de la NEP 315, prise de connaissance de l'entité, où il est stipulé que le CAC doit prendre connaissance du SI relatif à l'information financière. Il doit notamment s'intéresser aussi aux catégories d'opérations ayant caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble. Donc, cette prise de connaissance du SI relatif à l'élaboration de l'information financière implique de prendre connaissance des processus opérationnels liés au flux d'opérations importantes au regard des états financiers. Donc, quand on est en entreprise, généralement, les process significatifs sont notamment process vente, paye, fournisseur, encaissement, décaissement. Donc, ces procédures qui existent souvent, mais après qui sont peut-être écrites ou pas, mais en tout cas, elles existent la plupart du temps, doivent être testées régulièrement afin de juger de leur efficacité. En tout cas, si on veut s'appuyer dessus, on doit les tester.
Donc, cette revue des procédures, à travers le contrôle interne, permettra de garantir la qualité et la fiabilité de l'information comptable et financière. Cette démarche n'est pas, on va dire, n'est pas un audit spécifique complet. Ça pourrait être le cas dans le cadre d'un SAC, mais en tout cas, dans le cadre de la revue des process dont on est en train de parler là, ça rentre dans la démarche globale du CAC. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif premier du CAC, c'est de certifier les comptes qui ne contiennent pas d'anomalies significatives qui pourraient influencer le jugement du lecteur des comptes. Donc, le CAC doit évaluer le contrôle interne, le SI, tester les procédures, s'assurer de la qualité du fonctionnement du SI. Donc, en fonction des points forts, points faibles à relever, il ajustera son risque d'audit, sa démarche d'audit. Donc, ceci va lui permettre de conforter son opinion sur les comptes. Enfin, je tiens à souligner que c'est un moment pour valoriser la mission du commissaire aux comptes, parce que c'est le cas souvent, donc c'est le moment d'émettre des recommandations sur le contrôle interne de l'entité auditée, et ce qui est fort apprécié par le management. Juste dernière chose avant de passer à la suite, dernière chose que je souhaiterais souligner, c'est qu'en présence d'un COCAC, par exemple, et que si cette revue du process vente est effectuée par lui, il faudra qu'on s'assure que toutes les diligences ont bien été menées et qu'on récupère pour notre dossier lors de la revue croisée, qu'on récupère tout ce qui est analyse d'impact, l'analyse des risques, la démarche d'audit qu'a adopté le COCAC, les travaux réalisés, les conclusions, analyse des faiblesses identifiées. Donc, d'où l'importance de faire une revue croisée. Et d'ailleurs, qui ne doit pas être seulement fait à la fin de notre intervention au moment de signer les rapports. Il doit être fait avant, pendant et après. D'ailleurs, une des bonnes pratiques, c'est d'intervenir conjointement chez le client lors de la phase d'intérim. OK. Donc, ça, c'est pour, entre guillemets, le tour d'horizon des processus. Alors maintenant, si on en vient plus précisément aux différents outils nécessaires pour auditer ce processus-là, qu'est-ce qu'on peut dire, Sébastien, en quelques mots? Très rapidement, moi, je mettrai l'accent sur le logigramme. Il faut savoir que la connaissance acquise d'un processus significatif peut être documentée de différentes manières. On peut faire une description narrative, on écrit ce qu'on comprend de la procédure, ou on fait un logigramme. Logigramme qui est une best pratique appréciée des auditeurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un logigramme? Un logigramme, c'est un outil qui permet d'analyser, d'écrire les processus et les activités. Donc, il est conçu comment? C'est-à-dire suite aux entretiens qu'on fait avec les différentes personnes clés du process. On écrit ce qu'on comprend et on essaie de le schématiser à travers des schémas. Il permet d'identifier les principaux noms que je viens de dire, les principaux composants du process, les acteurs clés, les fonctions opérationnelles intervenant dans le processus, y compris les tâches, et cela nous permet d'évaluer éventuellement la séparation des tâches. Donc, à travers ce logigramme-là, on peut identifier les contrôles, notamment les contrôles clés qui sont mis en place par la société, donc les contrôles clés mis en place sur les flux. Et d'ailleurs, notamment sur les logigrammes, généralement, on peut le matérialiser à travers une étoile rouge, par exemple, dans une étape du logigramme, pour dire que, voilà, attention, ici, on aurait un contrôle clé. Donc, il faudra le tester. En tout cas, si on décide de s'appuyer sur la revue du process pour la suite de l'audit. Donc, contrairement, ou comme, c'est même pas contrairement, mais c'est comme la cartographie applicative, sauf que le logigramme nous permettra uniquement de visualiser les différentes applications et interconnexions des flux d'informations qui sont dans le process qu'on revoit, process vente ici notamment, alors que la cartographie, par exemple, c'est le recensement de l'ensemble des applications utilisées par l'entité et leurs interphasages. Donc, pour un résumé, pour résumer ce process, le logigramme, on dira que l'illustration par le process qui est fait avec un logigramme permettra une meilleure compréhension du process, donc une meilleure analyse des tâches, une meilleure compréhension des risques, et donc forcément on va adapter
Donc, on aura une meilleure adaptation de nos contrôles. Donc, si on fait un logigramme et que par moment, on voit que, par exemple, le déversement se fait de manière manuelle, par exemple, il y a fort à parier que le risque il est beaucoup plus élevé là-bas et donc, forcément, on fera beaucoup plus de tests, beaucoup plus de travaux là-bas. Juste pour commenter rapidement le logigramme que vous voyez sur vos écrans actuellement, c'est un logigramme qu'on a voulu schématiser de manière simple, mais il peut être beaucoup plus détaillé que ça ou beaucoup plus complexe en tout cas. Mais en tout cas, ici, on a juste recensé les principaux services qui interviennent dans un processus de vente. Et là, notamment, par exemple, on a mis l'aspect vérification de la solvabilité du client au niveau de la trésorerie, par exemple. Ça peut être un élément, si l'entreprise a un service credit management, par exemple, ça peut être un élément qui sera contrôlé, par exemple, par le service credit management. Dernière chose que je souhaiterais commenter dans ce logigramme, c'est on voit au moment de l'édition de la facture, on voit un système de batch qui génère en tout cas la saisie automatique des écritures comptables dans le système. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un déversement automatique ici qui se fait. Donc, le contrôle qu'on doit faire quand il y a un élément comme ça, c'est qu'on s'assure à minima que le déversement, enfin le correct déversement, donc on s'assure que ça se fait bien. Et ça nous permettra notamment de couvrir nos risques, notamment le risque d'exhaustivité des opérations de vente. Okay. Donc, juste pour compléter, donc le logigramme, on a compris, c'est un outil important. On a vu aussi qu'il y avait un certain nombre de données permanentes qui étaient structurantes dans le processus de vente tout à l'heure. La qualité et la sécurité de ces données sont des éléments importants et peuvent éventuellement révéler des faiblesses dans le cadre d'émissions d'audit. Donc, il est aussi important de compléter le logigramme par, appelez ça comme vous voulez, un diagramme de flux ou que sais-je, mais qui permet de bien mettre en évidence effectivement le flux de ces données. Je pense que ces deux outils sont importants pour identifier les faiblesses. On utilise le référentiel de contrôle interne qu'on veut formuler et formaliser ces faiblesses, mais diagramme de flux, logigramme, deux éléments, deux outils importants. Sébastien, je te propose de passer maintenant tout de suite aux différents risques. Enfin, on va surtout lister les principaux. Quels sont les risques, selon toi, qui peuvent apparaître sur un processus de vente? On va dire que dans un processus de vente, les risques sont nombreux, mais on va se limiter aux principaux, comme tu dis. Moi j'ai en tête la reconnaissance du CA, réalité du chiffre d'affaires, sécurité séparation des exercices cut-off et risque de fraude. Risque de fraude parce que nous savons tous qu'il y a une présomption de risque d'anomalie significative résultant de fraude dans la comptabilisation des produits. Donc, ces risques-là qui sont significatifs et que l'on peut difficilement écarter, c'est pour ça, en fait, c'est bien de faire des contrôles, en tout cas pour essayer de réduire ces risques-là, de les maîtriser. Donc, moi, je vais prendre un exemple, exemple d'un risque, par exemple, de reconnaissance du CA. Si on est, par exemple, dans une entreprise de services numériques, par exemple, SS2I, si on prend le cas des contrats au forfait, donc si le déversement des temps des collaborateurs, les CRA, est mal paramétré, par exemple, cela peut avoir un impact sur le calcul du taux d'avancement et donc du CA reconnu. Donc, ce qui est important donc, dans ce cas, c'est bien contrôler le déversement de ces temps-là, des collaborateurs, en tout cas, qui travaillent sur les projets. Donc, voilà, cela aussi peut être un des risques ou contrôles qu'on peut faire, ça peut être la comptabilisation des contrats qui n'est pas conforme aux modalités. C'est-à-dire, un des ADV aurait mal saisi dans le système un contrat, par exemple. Ça pourra avoir une répercussion sur la connaissance du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, l'affermissement des tranches optionnelles qui a été un petit peu anticipé ou genre de choses. OK. Oui, donc juste pour compléter très rapidement cette partie-là, je dirais concrètement, je m'avance peut-être juste un peu, mais concrètement, lors de la revue du process vente, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? Donc, on fait la revue de la description
quand on est sur le cycle vente, on fait une revue de la description du process vente ISA 315, ou si la description avait déjà été faite lors des années précédentes, on fait une mise à jour de ce process-là au travers des différents entretiens qu'on réalise avec les interlocuteurs clés du process. On fait ce qu'on appelle le test de cheminement design sur les process. Donc là, on vérifie la réalité effective des tests, c'est-à-dire on nous a décrit un test, donc on regarde si ce test-là marche comme on nous l'a décrit. Voilà. Et l'autre test qu'on fait, qui nous permet, quand on fait des sondages, des échantillonnages, de réduire de beaucoup notre échantillonnage, c'est le test de contrôle clair. Donc, le test de contrôle clair, encore une fois, si on veut s'en appuyer, c'est-à-dire, il y a différents niveaux. Hein, quand on fait des échantillonnages, par exemple, on peut dire que voilà, on s'est arrêté au test de design ou au test de contrôle clair, approche contrôle en tout cas. Et si on veut l'utiliser, il faudrait que ce test-là soit satisfaisant. Donc, si je reste toujours dans mon exemple de tout à l'heure, je dirais que dans le cadre des contrats, par exemple, au forfait, dans les sociétés, SS2I, un des contrôles clés, ça peut être une validation des fiches CRA, par exemple, par les responsables. C'est-à-dire qu'une fois les collaborateurs ils complètent, il y a quelqu'un derrière qui valide. Deuxième contrôle, ça peut être le déversement des fiches CRA dans le logiciel de gestion et de comptable. C'est-à-dire la comptable ou le comptable vient vérifier quand même que le correct déversement se fait bien. Et ça, pour moi, ça peut être des tests de contrôle clé. Et d'ailleurs, un test de contrôle clé, pour moi, c'est un test qui est documenté, matérialisé et qui peut être testable. Enfin, si on a quelque chose qui n'est pas documenté, matérialisé, qu'on ne peut pas regarder, bien évidemment, on ne peut pas considérer ça comme un test de contrôle clé. Donc voilà. L'idée étant justement derrière de pouvoir dire que j'ai testé les contrôles clés, ils sont satisfaisants, donc je peux m'en appuyer et réduire du coup mes diligences, mes procédures substantives derrière. OK. D'autres risques que tu voulais évoquer là? C'est les principaux que je vois généralement. Après, on a émis dans les slides un aussi de risques. Si on prend par exemple la commande client, on peut avoir des risques d'erreur sur les données du client, par exemple lors de la reprise de la commande client par l'ADV dans le système. On pourrait avoir une perte d'information, par exemple, ou mauvais recopiage de ces données-là. Au niveau de l'encaissement, par exemple, on peut avoir une erreur sur le montant encaissé par rapport à la facture, par exemple. Ça peut être aussi un risque de vente à des clients non solvables ou mauvaise analyse de la solvabilité du client. Très bien. Sébastien, je te propose d'évoquer les principaux contrôles maintenant à mettre en œuvre. On a à peu près 4-5 minutes qui nous restent, donc là encore, on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Okay. Pour être synthétique, on va dire que les principaux contrôles qu'on fait, notamment quand on fait la revue du process, ces contrôles, d'ailleurs, ils peuvent être manuels ou automatiques. Moi, je pense notamment à le premier, c'est souvent la gestion des habilitations. Donc, qui a accès au logiciel de compta, par exemple, qu'est-ce qui modifie quoi, qui gère les habilitations, est-ce que c'est bien paramétré dans le système. On peut aussi parler du contrôle du correct déversement des données ventes pour baquer notre assertion de l'exhaustivité des ventes. On peut éventuellement aussi s'assurer que tous les bons de livraison ont entraîné une facture automatique, s'assurer également aussi de l'exhaustivité et de l'efficacité s'assurer qu'aucune livraison ne peut être lancée sans commande client, par exemple, initiale, et s'assurer que la sortie des stocks correspond surtout à la quantité commandée. Donc, ces contrôles-là peuvent être faits, la majeure partie peuvent être faits manuellement, mais on peut aussi les automatiser, donc faire des ITAC là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est un ITAC? Un ITAC, c'est tout simple, c'est un contrôle automatisé embarqué dans le système. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a peu de risque d'erreur humaine lors du contrôle, parce qu'il a un caractère préventif et systématique. Par contre, un inconvénient, c'est que
si le contrôle est mal conçu ou mal mis en œuvre, le résultat sera systématiquement erroné, évidemment, puisqu'il a été mal conçu. Une dernière chose à savoir, c'est que pour pouvoir s'appuyer sur ces contrôles-là, il faudrait qu'on le teste obligatoirement. Et quand on est dans un cycle à risque, un cycle significatif comme les ventes, il faudrait qu'on les teste chaque année en fait, pour pouvoir s'en appuyer. Comment tester ces contrôles-là de manière très rapide, hein? On fait une revue, généralement une revue du paramétrage des applications. Regardez par exemple si, quand on est dans le cadre du crédit, de limite de crédit, est-ce qu'on a bien paramétrer le bon montant de limite de crédit accordé aux clients dans le système. On peut faire une analyse des profils des utilisateurs. Je parlais tantôt des habilitations. On peut aussi faire une dernière chose qu'on fait souvent, c'est le test de contrôle applicatif. Vérification aussi, également aussi du blocage automatique. Ok. Bon, en synthèse, Sébastien, moi ce que j'ai compris, c'est que bon, le processus vente, comme tous ceux qu'on présente aujourd'hui, c'est un processus critique qu'il faut absolument regarder de près dans le cadre de nos missions. Il y a différents outils pour auditer ce processus. On a beaucoup parlé du logigramme, on a aussi évoqué le diagramme de flux parce qu'il y a un volet données qui est très très important. Les principaux risques que tu as listés, c'était séparation des exercices, reconnaissance du chiffre d'affaires, un certain nombre de contrôles à mettre en place. Qu'est-ce que j'oublie de dire en termes de synthèse, Sébastien? Pour moi, c'est les principaux, donc tu as bien résumé. Moi, je rajouterais juste un dernier élément avant de passer la main peut-être à Jérôme, que juste pour conclure pour ce process-là, par exemple, je dirais que la revue des process au travers du contrôle interne est plus que nécessaire, en fait, parce que dans certains cas de figure, les seules procédures substantives ne suffisent pas à permettre au commissaire aux comptes de collecter les éléments probants suffisants et appropriés pour conclure. Je prends l'exemple un processus de traitement des opérations qui est fortement informatisé, par exemple, automatisé, avec peu ou peu d'intervention manuelle. Il peut parfois ne pas être possible d'effectuer que des procédures substantives. Donc, c'est pour ça c'est important de faire une revue des process. Très bien. Avant de passer au processus suivant, je vais regarder si on a des questions. Alors, première question, je te laisse y répondre, Sébastien. Comment s'assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires? Un des contrôles qu'on fait souvent, c'est par exemple si on est dans un cadre de déversement des ventes, par exemple, on s'assure que le déversement à minima se fait bien, correctement. Donc ça, c'est un des contrôles qu'on fait pour s'assurer de l'exhaustivité du chiffre d'affaires. Ok. Tu as utilisé un sigle tout à l'heure qui est ITAC. Que tu peux nous expliquer exactement ce qu'il y a derrière ce sigle, cet acronyme? C'est les IT Automatic Control, en fait. C'est les contrôles embarqués, les contrôles qui sont embarqués dans le système, en fait. Donc, c'est-à-dire, si on prend, on peut mettre dans le système que pour qu'un client puisse faire une commande, il ne faudrait pas qu'il dépasse un niveau de crédit. Par exemple, on met 20 000 dans le système et donc au-delà, on bloque systématiquement toute nouvelle commande du client. Donc ça, c'est un exemple d'ITAC, par exemple. C'est les contrôles embarqués dans le système. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous propose de passer au processus suivant, donc qui est le processus. Merci. Merci Sébastien. On va embrayer directement avec Jérôme. Donc, le processus comptable, il est tout aussi critique que les autres. On ne va pas se fâcher avec les autres intervenants. Par contre, il a une place particulière. Il est un petit peu le déversoir des autres processus. C'est là où, effectivement, on va retrouver toutes les informations fournies par les processus en amont, que ce soit les ventes, les achats, etc. Et peut-être avant de démarrer, Jérôme, on devrait expliquer comment l'approche de l'auditeur doit s'adapter à l'architecture du système d'information. Il peut y avoir différentes architectures, soit quelque chose de complètement intégré, soit quelque chose qui est plus
comment dire, une conciliation de différentes solutions techniques. L'approche, elle n'est pas la même, hein. Oui, complètement. Alors, effectivement, là, le processus comptabilité, on l'a fait intervenir donc à la fin de la présentation des 3 autres modules, puisque la comptabilité, finalement, c'est le réceptacle final de l'ensemble des données des applications de gestion, enfin, donc, que ce soit les notes de frais, que ce soit les achats, que ce soit les ventes. Ou alors dans les services plutôt financiers, par exemple dans les assurances, que ce soit la gestion des sinistres, la gestion des primes, tout ça va être retraduit dans l'outil comptable. Comme le disait justement Jean-Michel, l'outil comptable, en fait, et la revue de l'outil comptable va être différent en fonction de si on est dans des ERP. Donc, ERP, c'est ce qu'on appelle en français les logiciels intégrés de gestion. Ce sont des solutions qui intègrent une grande partie des fonctionnalités de l'entreprise, justement, les achats, les ventes, la comptabilité, avec une communication native entre justement ces modules logistiques et la comptabilité pour passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est un premier modèle. Et il y a un deuxième modèle qui est plus morcelé, avec des applications propres pour la gestion des achats, une application propre pour la gestion des ventes, pour la logistique, et des déversements de ces applications-là dans une application comptable. Donc, application comptable, ça peut être du Sage, ça peut être même du SAP pour les petites structures. Il existe un petit SAP qui s'appelle SAP Business One. Donc, il faut quand même faire communiquer l'ensemble des informations de ces applications de gestion vers ces outils comptables. Et pour ce faire, on utilise des interfaces. Donc, soit l'interface est automatique, donc avec un déversement de l'ensemble des données de l'application de gestion vers l'outil comptable, ou alors ça peut être un fichier qu'on va intégrer dans l'outil comptable, ou encore, je dirais, entre guillemets, dans le pire des cas, ça va être des saisies manuelles. Alors, on l'a illustré, et pour faire le lien avec la revue en fait des processus achat et vente, et peut-être avant de rentrer dans le détail de ce diagramme-là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand on fait une revue d'un processus, on le regarde vraiment de bout en bout. Et c'est vrai que les systèmes d'information intègrent de plus en plus la partie achat et la partie comptable. Et donc, c'est important de bien comprendre à quel moment vont s'opérer les intégrations comptables. Donc, Jean-Michel, si tu viens à la slide d'après, on vient de parler des ventes. On a représenté, alors sous un autre format, on va dire là très simplifié, un logigramme standard du processus de vente. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'il y a des données clients, qu'il y a des données articles, puisqu'on va vendre à un client un certain nombre d'articles, et qu'il va y avoir des conditions tarifaires appliquées aux articles. Et que quand on va passer une commande ici, on va la passer pour un client, pour un article, avec des conditions de prix qui ont été sélectionnées. Donc, en tous les cas, jusqu'à cette étape-là, il n'y a pas d'interaction avec la comptabilité, c'est juste le service administration des ventes qui interagit. Il va y avoir des livraisons, une livraison. Donc, on va aller livrer et expédier les articles aux clients. Et donc, pour ce faire, on va faire une sortie de marchandises. Donc, imaginez-vous dans un entrepôt. On va sortir la marchandise, on va la mettre dans le camion et là, on va l'expédier au client. Et donc, en fonction de ce qu'on appelle les incoterms, c'est peut-être un terme qui vous est familier, mais c'est les conditions justement d'expédition au client. La comptabilisation et notamment la comptabilisation des mouvements de stock va s'opérer à ce moment-là. Dans un ERP, ça va être automatique. Donc, dès qu'on fait une sortie de marchandise, ça veut dire que
la personne qui est dans l'entrepôt, qui va flasher le carton, et qui va le mettre dans le camion, en fait, il ne se rend pas compte qu'il comptabilise donc la sortie de stock, et donc comptablement, il va y avoir une écriture comptable qui va permettre de faire une sortie de stock et variation de stock. Donc une fois que l'expédition est faite, on va facturer le client. Et là, pour le coup, au moment de la facturation du client, il va y avoir la comptabilisation de la vente. Et là, c'est pareil. Dans les ERP, il va y avoir une écriture automatique qui va être passée pour comptabiliser le chiffre d'affaires et la créance client. Alors vous allez me dire, dans certains ERP, ça devrait être fait au moment de la sortie de marchandises. Oui, il devrait y avoir une facture à établir et au moment de la facturation, l'écriture de créance client. Dans certains ERP, l'écriture automatique se fait uniquement au moment de la facturation. Et ensuite, au moment de l'encaissement, quand on reçoit l'argent du client, il va y avoir un lettrage qui va être fait, l'enregistrement du règlement, et donc le lettrage qui va être fait dans la comptabilité. Donc on se rend compte que sur ce flux vente, il va y avoir des interactions, donc soit qui peut être native, et c'est le cas des ERP, soit qui peuvent être faites de manière on va dire moins automatisée par le biais d'interfaces, que ce soit des interfaces par fichier ou manuel, au moment des différents flux. Alors, il y a le pendant côté achat, c'est la page d'après, où je vais le faire très succinctement. Le pendant des clients, ce sont les fournisseurs. On a toujours des données articles. On a toujours des conditions tarifaires. Et quand on va créer une demande d'achat, on va la passer pour un fournisseur avec des articles et des conditions de prix qui ont été préalablement définies avec les fournisseurs. Il peut y avoir un certain nombre de validations des demandes d'achat. Et par rapport aux fameux ITAC, donc les contrôles automatisés, il peut y avoir dans les solutions informatiques ce qu'on appelle des workflows de validation qui, en fonction d'un certain montant de demande d'achat, ça va pousser des mails et des demandes de validation à un contrôleur de gestion, à un directeur des achats, à un directeur d'usine en fonction des montants. Et donc ça fait partie donc, du contrôle interne et ça fait partie des contrôles que l'on peut revoir dans les applications qui contribuent justement à la sécurisation du process. Une fois que ces workflows ont été faits, il y a la création des commandes, il y a la validation des commandes, et là, il n'y a toujours pas d'interaction avec la comptabilité puisque on ne va comptabiliser finalement les achats qu'à partir du moment où on va faire une entrée de marchandises, qui est le pendant de l'expédition pour la partie vente. Et là, pour le coup, dans les ERP, dès que, pareil, le réceptionnaire dans l'entrepôt va flasher le carton qui réceptionne, ça va générer un certain nombre d'écritures. Donc, les écritures d'entrée en stock, imputation comptable de mouvement des stocks, donc entrée en stock plus variation de stock, plus les FNP, fournisseurs, factures non parvenues, avec la comptabilisation des achats. Il peut y avoir ici, on l'a mis ici, un recalcul du prix en fonction du type de valorisation des articles. Donc, si c'est du prix moyen pondéré, les ERP ou les logiciels comptables peuvent recalculer automatiquement les PMP et donc redéfinir la valorisation du stock en comptabilité. Ou si ce n'est pas du PMP, si c'est du prix standard, c'est valorisé directement au prix standard. Ensuite, le fournisseur va envoyer sa facture, on va saisir la facture et au moment de la saisie de la facture, il peut y avoir des écritures automatiques qui vont venir contrepasser la FNP et donc redéfinir la dette fournisseur. Voilà.
ici au moment de l'entrée de la facture, et au moment du règlement des fournisseurs, ça va venir lettrer justement cette dette fournisseur et passer les écritures auprès des comptes bancaires. Donc, on se rend bien compte que tous les flux, que ce soit achat, vente, en fait, il faut bien les regarder de bout en bout, parce qu'en fonction des différentes étapes des processus, vous, en tant que commissaire aux comptes, il y a bien des impacts dans les comptes, et en fonction du type de système, on va l'auditer de manière différente. Si c'est un ERP, on va regarder quels sont les moyens d'intégration des modules logistiques versus les modules comptables. Et si c'est des systèmes un petit peu plus morcelés, ce soit au travers des revues d'interface, soit au travers d'états qui vont sortir des logiciels de gestion pour s'assurer qu'ils sont correctement saisis en comptabilité et qu'il y ait bien une cohérence entre les deux. Et le pendant, je parlais par exemple au niveau des assurances, et c'est beaucoup le cas dans les services financiers. Il peut y avoir des interpréteurs comptables, type règles du jeu, qui vont venir transformer des opérations de gestion, un sinistre, en événement comptable. Ok, bon, donc on voit bien là, à travers ces exemples, les démarches doivent être différentes suivant qu'on met à faire un ERP complètement intégré avec des interfaces internes, on va dire, et puis un système qui est plus hétérogène avec des solutions qui s'interfacent entre elles avec des risques qui sont différents également. Et effectivement, des choses qui vont être modifiées suivant que l'interprétation comptable se passe nativement dans l'ERP ou automatisé dans un interpréteur comptable. Tu fais règles du jeu, il y en a d'autres, des solutions à cas. Donc ça, je pense qu'on voit bien comment il faut adapter l'approche en fonction de l'architecture du système d'information. La présentation est très dense. Moi, ce que je te propose, Jérôme, c'est peut-être de se focaliser sur deux grands messages par rapport à cet audit de processus comptable. Le premier, et je vais te laisser en parler, c'est qu'il n'y a pas que la comptabilité générale dans la vie. C'est un peu ça. Effectivement, il y a le pendant de ce qu'on vient de voir sur les process. Donc, il y a bien évidemment la comptabilité générale. Il y a la comptabilité auxiliaire client et il y a la comptabilité auxiliaire fournisseur. Alors après, il y a aussi les immobilisations qui peuvent être considérées comme étant dans le module comptable. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a bien un lien entre les processus, les comptabilités auxiliaires et la comptabilité générale. Donc ça, on vous laissera regarder le détail de chacun des sous-process. Vous allez forcément retrouver les grandes fonctionnalités liées à chacune des comptabilités. Mais effectivement, l'objectif, c'est que dans la comptabilité générale, on retrouve bien ce qu'il y a dans les comptabilités auxiliaires. Donc ça, c'est effectivement le premier message. Deuxième message, ce sont les données permanentes. On en a parlé tout à l'heure sur le processus vente, mais je crois que sur le volet processus comptabilité, c'est tout aussi critique. Il y a des problématiques de qualité, de sécurité de données. Exactement. C'est quoi les points sur lesquels il faut vraiment faire attention en termes de données permanentes? Alors, on vous a mis là sur la gauche de l'écran un certain nombre de données permanentes qui sont effectivement extrêmement clés dans la qualité finalement de la donnée comptable, de ce qu'on va retrouver dans le logiciel comptable. Premièrement, et je ne vais pas vous surprendre, c'est le plan de compte. Il faut que le plan de compte soit correctement défini. Il peut y avoir un ou plusieurs plans de compte. Il y a des logiciels comptables qui permettent d'avoir plusieurs plans de compte pour une même entité. C'est le cas, par exemple, si on veut avoir un plan de compte local et puis un plan de compte, par exemple, IFRS. Et là, dans la revue qui doit être faite, la table de transposition du passage du plan de compte local vers le plan de compte IFRS est importante et doit faire partie de l'approche d'audit. Donc ça, c'est un premier point. Les journaux d'écriture, bien évidemment, bien définir quels sont les journaux d'écriture
et qu'ils correspondent finalement aux typologies d'écriture comptable, extrêmement important parce que il va y avoir le journal des ventes, les journaux des achats, et puis il va y avoir un fourre-tout qu'on va appeler opérations diverses. Mais finalement, dans le journal d'écriture opérations diverses, on va pouvoir dissocier finalement quand même des écritures liées aux achats, liées aux ventes. Et donc l'objectif, c'est que les écritures comptables soient correctement affectées à ces journaux d'écriture. Le troisième point, c'est les schémas comptables. Alors, on vient de voir dans les processus achat et vente que il va y avoir des écritures automatiques. Et dans le cadre des ERP, finalement, ce ne sont pas les comptables qui vont passer ces écritures comptables. Ça va être les gens qui sont dans les entrepôts, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'il faut, au préalable, définir des schémas comptables qui répondent correctement aux écritures à passer. Dans les ERP, alors je vais donner un chiffre qui sera peut-être pas forcément exact, mais dans des entreprises avec beaucoup de flux, c'est peut-être 80 ou 85 ou 90% des écritures qui vont être passées de manière très automatique. Et donc, si vous avez, vous, l'assurance en amont que ces schémas comptables sont correctement paramétrés dans la solution, finalement, vous avez déjà réalisé 80% de votre audit. Donc, la revue des schémas comptables est extrêmement importante et c'est aux clients de vous documenter la manière dont ils ont paramétré ces schémas comptables au regard justement des événements de gestion, donc les réceptions, les expéditions, pour que vous puissiez avoir l'assurance que comptablement, les écritures sont correctement passées. Ensuite, je parlais des référentiels clients et fournisseurs. Sébastien a évoqué un certain nombre de risques liés aux clients sur la solvabilité, sur les fournisseurs et notamment avec les lois Sapin. Il y a un renforcement sur la notion de qualité liée aux fournisseurs. Dans les fiches fournisseurs et clients, notamment dans les ERP et dans les logiciels comptables, la codification est importante parce que ça va permettre aussi de garantir de l'unicité des clients et des fournisseurs. Donc ça, c'est un point qui est important parce que finalement, quand on fait de la gestion de crédit et qu'un client est doublonné ou triplonné dans sa base de données, on ne va pas avoir une vision centralisée de l'ensemble des encours de commande ou de facturation liés à ce client-là, si jamais il est séparé en 3 clients. Donc ça, la qualité du référentiel de client est extrêmement importante. Un autre point, on parlait des comptabilités auxiliaires, de la comptabilité générale. Dans les fiches clients des logiciels comptables, il va y avoir un lien justement entre le client et le compte de centralisation qui va permettre d'affecter finalement l'ensemble des écritures de tous les clients vers un compte central unique. Ça, c'est du paramétrage. C'est un code qui est affecté à l'ensemble des clients. Alors, ça peut être après segmenté par typologie de client. Mais il faut s'assurer que ce code-là, il est bien cohérent par rapport aux différents clients ou par rapport aux différents fournisseurs. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que dans les comptes de centralisation, si dans la fiche client, on ne positionne pas le bon compte de centralisation, et je veux dire n'importe quoi, si on met le compte de centralisation lié à des stocks, quand il va y avoir des écritures passées pour un client, finalement, ça ne va pas venir impacter le compte de centralisation client, mais ça ira impacter le compte de centralisation des stocks. Enfin, il y a la liste des devises et il y a un certain nombre de logiciels comptables et de clients qui interfacent de manière assez automatisée finalement l'ensemble des devises étrangères. Alors, il faut avoir des clients qui travaillent avec des devises étrangères et les logiciels comptables finalement gèrent quand même plutôt bien les devises étrangères, mais il faut correctement alimenter ces devises étrangères et les taux de conversion
Et donc ça fait partie des points qui sont importants, c'est savoir comment sont alimentés justement ces taux de devise, à quelle fréquence, comment c'est contrôlé pour que les opérations soient valorisées au bon montant. Et puis on a mis le dernier point sur les entités juridiques. Il faut que si vous avez des sociétés, ne serait-ce qu'avec 2 entités juridiques qui sont gérées dans le même logiciel comptable, il faut s'assurer qu'elles sont toutes les 2 paramétrées dans le logiciel comptable et qu'il y a une interopérabilité entre les 2 entités et qu'on ne vienne pas passer des écritures comptables sur une entité alors qu'elle devrait être passée sur l'autre. Alors, on vous a mis, après, on ne va pas revenir dans le détail parce que le temps passe, un certain nombre effectivement de fonctionnalités liées aux différents modules et aux différentes données permanentes. On vous laissera les découvrir à tête reposée dans la lecture du guide. Donc, on est complètement en phase sur les données permanentes. Je compléterai juste, quand tu parlais des schémas comptables, c'est aussi la nécessité de temps à autre de devoir auditer les algorithmes d'imputation, que ce soit intégré dans l'ERP directement ou dans l'interpréteur comptable. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, au-delà de la donnée telle qu'elle est stockée, il faut aussi regarder comment les traiter, parce que là, on est sur des données, sur des informations très critiques pour la certification et l'audit du processus comptable. Complètement. Jérôme, il nous reste 5 minutes, à peu près. Ce que je te propose, alors derrière, on avait une longue liste de contrôles. On va en prendre 4 et on va se cantonner à 4. Et puis, je pense que nos confrères pourront les regarder plus en détail après. Donc, on va en prendre 4, pas plus. On les a encadrés en rouge. Premier contrôle clé dont on va parler, c'est… alors là, on est sur la compta gênée. C'est tout ce qui tourne autour de la restriction, justement, j'en parlais, la restriction des accès à la gestion des données comptables et la manière dont on gère ces données comptables. Oui, les 2 premiers contrôles, effectivement, et Sébastien l'a déjà évoqué, c'est tout ce qui est lié aux habilitations, aux restrictions d'accès, aux fonctionnalités. Bien évidemment, le comptable qui peut accéder à l'ensemble de toutes les fonctionnalités, ça présente un risque. Alors après, dans les entreprises que vous auditez, il n'y a peut-être pas forcément des plateaux avec 10 comptables. L'objectif étant de pouvoir restreindre entre un directeur financier et un responsable comptable à minima un certain nombre de fonctions pour assurer une certaine séparation des fonctions. Je parlais du plan de compte, de l'importance de la qualité du plan de compte. C'est effectivement des données permanentes qui sont clés et qui doivent être restreintes en termes de gestion. Parce que si on veut frauder, on peut créer en fait des comptes tampons, et celui qui a les habilitations pour pouvoir toucher le plan de compte pourra falsifier un certain nombre d'opérations en créant des comptes qui ne seront peut-être pas forcément dans le radar de tout le monde. Si tu passes à la page d'après, là on était sur le plan de compte, on est toujours sur les droits d'accès, mais là on est sur la comptabilisation et les opérations de comptabilisation. Et là c'est pareil, il peut y avoir des restrictions qui peuvent être faites en fonction de la nature des opérations comptables. Et donc, ça, il faut s'assurer qu'il y ait bien une bonne affectation des droits en fonction de cette nature d'opération comptable, et notamment sur les opérations diverses, où finalement, au regard de tous les contrôles qui sont mis en amont, si on passe une grosse opération diverse, on peut venir falsifier un certain nombre de choses. Donc ça fait l'objet, en tous les cas, des revues qui sont faites sur les OD à proprement parler, et l'analyse de données, et notamment la revue du FEC peut y contribuer. Mais en amont, les contrôles préventifs étant privilégiés dans cette approche par les risques, une correcte affectation des droits de comptabilisation au bon collaborateur est important. Donc ça, c'est 2 contrôles qui sont importants.
qui contribuent effectivement à la sécurisation des opérations. On va passer à la compta auxiliaire, parce qu'il n'y a pas que la compta générale. Et effectivement, un point qui est important, et on l'a souligné, c'est la revue de la balance AG client. Ça peut paraître un peu bateau, mais finalement, il faut s'assurer que cette balance AG client soit correctement entre guillemets calculée, qu'on prenne bien en considération les bonnes dates, que ce soit les dates de facturation, les dates d'échéance, puisque dans la balance AG client, on va avoir un certain nombre d'impacts sur les provisions de créances douteuses, par exemple. Et si la balance AG client n'est pas correctement calculée, forcément, on risque d'avoir des comptes qui sont faux. Il y a eu un certain nombre de fraudes ou de manquements, on va dire, suite à des lacunes de revue en fait, des balances AG clients ou des balances AG clients qui n'étaient pas bien calculées, où il y avait des créances qui étaient positionnées, mais qui n'étaient finalement pas visualisées dans la balance. Et donc, on gonflait le chiffre d'affaires de manière complètement indue. Et si on avait fait une revue de l'état de la balance AG client, on s'en serait forcément aperçu. Alors, ce qui est important, c'est que un certain nombre d'éditeurs de logiciels de comptabilité proposent des états standards, et la balance AG client en fait partie. Ce qui est quand même important pour vos clients et pour vous, c'est de vous assurer qu'elle a été correctement testée, notamment au moment du projet et de la mise en place du logiciel comptable, pour que ça puisse prendre en considération l'ensemble de tous les cas de figure et que la balance AG client soit correcte, intègre et exhaustive. Dernier contrôle. Le dernier point, c'était sur la partie comptabilité auxiliaire fournisseur. Et ça, c'est un point de contrôle qui est extrêmement fort et qu'on voit de plus en plus paramétré dans les systèmes. C'est ce qu'on appelle communément, alors je vais utiliser un anglicisme, c'est le three-way match. En fait, c'est le contrôle facture qui permet de faire le lien, quand on saisit une facture fournisseur, entre les quantités réceptionnées et les prix facturés, et les prix commandés, pardon, versus les prix facturés, pour s'assurer que les prix de la commande, on les retrouve bien dans les prix de la facture, et que les quantités qu'on a réceptionnées, on les retrouve bien dans les quantités facturées. De plus en plus de logiciels permettent justement de faire ce contrôle et de bloquer la facture si elle trouve des écarts. Et ça, c'est important de poser la question à vos clients, savoir est-ce que ce dispositif est mis en place. Et au-delà du blocage, il peut aussi considérer qu'une marge de tolérance peut être acceptable. Donc, ça peut être 15 €. Alors après, ça dépend bien évidemment des volumétries des commandes. Mais on peut accepter des marges de tolérance. Donc, ça peut être 15 € sur une facture ou moins, ça peut être 5 €. Ou des montants en pourcentage, parce qu'ils considèrent que finalement le traitement administratif en tous les cas de l'écart de la facture va coûter plus cher que si on la mettait quand même dans les bonnes à payer et qu'on réglait le fournisseur. Donc ça, c'est un contrôle qui est extrêmement fort parce que ça permet quand même de s'assurer que on a bien des marchandises qu'on a commandées et que les prix en termes de valorisation sont corrects. Ok. Alors, on a positionné effectivement plein d'autres contrôles. Le temps étant réduit, on s'est focalisé sur ces quatre-là, mais on a essayé d'être un petit peu exhaustif. Et assez exhaustif, mais effectivement, si on devait conclure en 1 minute, on dirait quoi? On est sur un processus central parce que effectivement tout vient se déverser dans la comptabilité. Et plus on est sur
un processus qui est cœur de métier pour le commissaire aux comptes. Donc, c'est une double raison pour avoir une approche très structurée, très outillée, avec tous les contrôles qu'on vient d'évoquer. Enfin, Exactement. Exactement. Enfin, et bien raisonner un process de bout en bout. Enfin, parce que finalement, ce qu'on retrouve dans la comptabilité, c'est juste le reflet économique de l'entreprise. Et bien comprendre à quel moment, enfin, des étapes des process, on doit retrouver les événements en comptabilité. Donc ça, c'est extrêmement important. Enfin, et puis, effectivement, enfin, il y a tout l'aspect sécurisation. Enfin, je parlais des opérations diverses. S'assurer que ces opérations-là, enfin, sont correctement sécurisées. OK. Je pense que ça sera le mot de la fin. Alors, il nous reste 1 minute pour regarder les questions. On en a une double question. Alors, est-ce que le commissaire aux comptes est compétent pour réaliser l'audit d'un ERP? Est-il recommandé de faire appel à un auditeur informatique? Je commence à répondre, je te laisse compléter, Jérôme. Vas-y, Jean-Michel. Le commissaire aux comptes est tout à fait compétent pour auditer un ERP. Je pense que on l'évoquait tout à l'heure lors de la présentation de 13h30. La commission informatique a la vocation pour vous donner l'ensemble des outils, des méthodologies. Donc, ce qu'on vient de vous présenter avec Jérôme, c'est quelque chose qui synthétise pas mal, je dirais, de retours d'expérience, d'années de travail, etc., pour vous aider d'aller droit à l'essentiel et auditer un ERP ou même pas un ERP. On a vu tout à l'heure avec Jérôme qu'il pouvait y avoir une architecture en format ERP complètement intégrée et puis une architecture, on va dire, un petit peu plus hétérogène qui est une sommation de différentes solutions interfaces centrales. Donc, a priori, oui, commissaire aux comptes peut tout à fait mener ce type de diligence s'il s'appuie sur des documents tels qu'on vous l'a présenté. Est-ce qu'il est recommandé de faire appel à un auditeur informatique? Il peut être intéressant de faire appel à un auditeur informatique. Là, je vous renvoie à la présentation de 13h30. On est en train de mettre en place une plateforme de mise en relation entre vous, entre nous, commissaires aux comptes, et des experts informatiques indépendants. L'objectif étant de temps en temps pouvoir, si vous permettez l'expression, ouvrir le capot et regarder de plus en détail les problématiques d'interface, parce que souvent, en informatique, les risques ils sont au niveau des interfaces. Donc, comme on le disait, quand il y a un système hétérogène avec plein d'interfaces entre différentes solutions, c'est là que se logent les risques informatiques. Et donc, si vous êtes confronté à une architecture très hétérogène, si vous avez des doutes sur la manière dont les données transitent d'une solution à une autre solution, d'une application, il peut être pertinent de faire appel à un outil informatique. Et c'est pour ça que d'ici la fin de l'année, vous aurez accès à cette plateforme de mise en relation avec des indépendants qu'on aura qualifiés au niveau de la commission informatique. On vous présentera un vivier de ressources informatiques. Voilà, un début de réponse. Je te laisse compléter, Jérôme, si tu veux. Tu as tout dit, Jean-Michel. Non, enfin, juste en 2 mots, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Enfin, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments, entre guillemets, de bon sens, et il faut aussi s'appuyer sur les documents de vos clients pour pouvoir comprendre ce qui a été mis en place dans ces ERP. Et là, il n'y a pas besoin d'être un technicien d'informatique pour pouvoir le faire. Après, si vous voulez rentrer un petit peu plus, effectivement, dans les mécanismes, c'est bien de faire appel à un auditeur informatique qui connaisse un peu les technologies pour avoir, on va dire, un niveau d'assurance beaucoup plus important. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de travaux qui peuvent être réalisés directement par le commissaire. Tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'en rester là pour cet atelier. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Et au revoir. Et bonne fin de journée.